Le projet de loi rectificative de l'exercice 2024 a connu une augmentation de 8,4%, bien équilibrée en recettes et en dépenses. Pourtant, cette augmentation ne se reflèterait pas, notamment dans le transfert de 40% aux provinces. C'est ce qui avait été décrié, cette régression qui fera l'objet de ce dossier de la rédaction. Bienvenue à vous, Madame, Messieurs, bienvenue Alain Baumann. Merci Julie Sefou. Nous recevons dans ce numéro de dossier de la rédaction un député national. Il est élu de Mouchi, dans la province du Maïndombe. Il est président du groupe parlementaire Le Peuple Souverain. Monsieur Freddy Bonzeke Iliki, bienvenue. Merci. Mouchi, dans la province de Maïndombe, et d'ailleurs vous venez d'être là lors de vos vacances parlementaires. Dans quel état d'esprit vous avez trouvé vos électeurs quelques mois après les élections? Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. C'est la première fois que j'interviens dans ces beaux plateaux de Biwan. Merci. Merci d'avoir pensé à moi. Je vous en prie. Ma circonscription électorale, elle est tout de même particulière. Pourquoi particulière? Particulière par la façon dont moi-même, là, élu, je communique avec ma base. Donc il y a 3 mandats occupés par un premier et le 4e mandat, par la grâce de Dieu, moi je l'ai eu. Donc c'est un seul siège. C'est un seul siège. C'est un seul siège. Donc la population, je suis très populaire. Je suis très populaire et j'ai créé, j'ai fait pas mal de choses et puis j'ai créé une façon de communiquer. J'ai mon slogan, Mouchi d'abord, et je communique bien à travers ce slogan avec mes membres, avec mes militants, avec mes sympathisants. Et les préoccupations, leurs préoccupations que vous avez ramenées à l'hémicycle, nous pouvons le connaître? Oui, je suis allé en vacances parlementaires, j'ai dû constater pas mal de choses. J'ai constaté par exemple que tout ce qui avait été prévu dans le cadre du projet de développement local 145 territoires était en arrêt. Et il n'y avait personne pour expliquer pourquoi il en était ainsi. Et c'est ainsi qu'en tant que député, j'ai dû initier une question orale avec débat qui pourra être programmée dans les tout prochains jours. J'ai pu aussi constater que la couverture santé universelle à travers la gratuité de maternité et des soins au nouveau-né était en train de piétiner. Et là aussi, j'ai initié une question orale avec débat à l'endroit du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Alors, plusieurs questions. La justice, j'ai écrit déjà au ministre de la Justice, au ministre de l'État, au ministre de la Justice, une correspondance. J'ai aussi remarqué que les agents de l'État étaient en souffrance, étaient en train de souffrir. Et là, je suis en train de monter un dossier qui me conduira certainement devant le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique. Donc, voilà, j'ai passé de très bons moments avec ma base et j'ai pris en charge, j'ai pris sur moi leurs doléances que j'ai traduites en actes parlementaires. Et certainement, ces difficultés sont dues à la non-rétrocession des 40%. Des fois aussi, il y a beaucoup de disparités entre les montants renvoyés. C'est ce qui fera l'objet même de l'émission du jour. Ah oui, parce qu'on va parler budget. Sans argent, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et justement, le budget initial de l'exercice 2024 a connu une augmentation, nous le disions, de l'ordre de plus de 3 000 milliards de francs congolais. C'est devenu finalement une évidence, monsieur le député, que l'on vote la loi de budget et après qu'on la rectifie forcément. Bon, il faut dire que la rectification est prévue par la loi des finances. Parce que au cours d'un exercice budgétaire, il se peut qu'il y ait des ressources additionnelles ou que d'autres circonstances puissent ne pas permettre au gouvernement de capter d'autres ressources. Je m'explique. Nous étions en 2020-2021 avec Covid. Oui. Voyez-vous, avec la pandémie. Et cela avait bousculé l'économie mondiale et même l'économie de notre pays. Ça n'a pas permis au gouvernement de pouvoir atteindre les assignations budgétaires.
Et quelle a été la conséquence? La conséquence, c'est qu'il fallait, à la fin de l'exercice budgétaire, il fallait prévoir. Parce qu'on ne peut pas prévoir un autre budget de l'exercice N+1 sans avoir rectifié ou au besoin, sans avoir procédé à la reddition des comptes. Donc c'est légal, c'est prévu comme tel. Alors, mais dans les cas d'espèces, dans notre cas, les cas de cette année ici, c'est qu'à cause de la révisitation du contrat chinois, à cause d'autres circonstances, le gouvernement a pu capter l'équivalent de plus ou moins 8,4 milliards, 8,4% d'augmentation. Et donc, pour que les allocations, les prévisions en termes de dépenses puissent être légales conformément à la loi, il faut modifier le budget initial, qu'on appelle la loi des finances. Donc il faut les modifier. Et les modifier comment? Dans le sens de l'augmentation. C'est-à-dire en ajoutant dans tous les postes les peu qu'on a obtenu de plus. C'est ça la logique. Et c'est ce que vous n'avez pas tout de suite remarqué et vous vous êtes exprimé. On va vous écouter à nouveau, Alain Boma. Oui. Écoutons le député national. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je serai le plus bref possible. En ce qui concerne la reddition des comptes, honorable Président, je voudrais faire comme mon collègue Célestin Ekoto, en faisant savoir au ministre des Finances que ma circonscription électorale de Mouchi a été oubliée dans la reddition des comptes. En ce que les territoires, il n'y a aucune donnée en ce qui concerne les territoires, sauf que la cité de Mouchi apparaît dans la rubrique et apparaît dans le territoire de Kwamouth. Alors que Mouchi est un territoire à part entière, différent de Kwamouth. C'est certainement une erreur qui sera certainement corrigée. Les collègues ont parlé de dépassement budgétaire, je n'y reviens pas. Mais je voudrais quand même insister sur la disparité, honorable Président. Par disparité, il faut dire qu'on constate dans la reddition des comptes que les allocations sont faites de façon non objective. Nous voulons que le ministre des Finances puisse, n'est-ce pas, nous expliquer sur base de quels critères objectifs on fait ces allocations-là entre provinces. Sinon, la province de Maïndombe, jusque-là, reste, comme mon collègue Bompini l'a dit, il faudrait-il encore qu'on nous le dise, qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas bénéficier de tous les avantages et droits comme les autres. En ce qui concerne, Monsieur le Président, en ce qui concerne la loi des finances rectificative de l'exercice 2024, je voulais demander au ministre d'État, ministre du Budget, quelle est la logique qui a été appliquée dans cette loi. Parce qu'il nous a été dit qu'il s'agit là d'une loi des finances rectificative. Cela signifie que le budget, le gouvernement a pu bénéficier des ressources additionnelles de l'ordre de 8,4% qui se sont ajoutées au budget initial. Ce qui signifie que lorsqu'on fait des allocations, lorsqu'on fait des prévisions, on doit aller dans la logique de l'augmentation et non dans la logique de régression. Mais quand je vois à travers plusieurs tableaux, plusieurs annexes, notamment la page 24, je vois que dans les transferts des recettes à caractère national du budget 2024 rectifié, je constate, honorable Président, que les allocations faites dans les budgets rectifiés sont inférieures au budget initial. Il y a toujours un écart qui se crée et l'écart calculé est de 3,6%. Je me dis, en ce moment-là, faudrait-il garder les proportions initiales ou faudrait-il diminuer dans les budgets rectificatifs? Cette logique-là, je ne la comprends pas. Je voudrais que le ministre d'État, ministre des Finances, ministre d'État, ministre du Budget puisse, n'est-ce pas, expliquer qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu ça à travers plusieurs années. On a déjà compris la question.
Si c'était la seule, je vous prie d'aller... Je suis d'ailleurs la fin, honorable président. C'est d'ailleurs la fin de mon discours, honorable président. Merci. Je voulais seulement dire que dans plusieurs tableaux, j'ai vu qu'il y avait à des moments où l'on appliquait l'augmentation et à d'autres endroits, on appliquait une certaine régression. Je vous en prie et j'ai terminé, honorable président. Merci, ça a été très pertinent. C'était donc, monsieur le député national, votre intervention lors du débat général autour de l'examen du projet de loi portant reddition des comptes 2023, où vous avez constaté un certain nombre de dépassements au niveau des institutions, au niveau des ministères, mais malheureusement, ça n'a pas, c'est ce qui est à la base des problèmes au niveau des provinces. Donc les provinces ne se sont pas retrouvées parce qu'au niveau des institutions, il y avait des dépassements budgétaires. Apparemment, c'est devenu une habitude. Bon, habitude, je ne sais pas les dire. Moi, je suis à mon premier mandat. Pour que je puisse être celui qui participe au débat budgétaire, participer à une session budgétaire, c'est ma première fois. Exactement. Et dire que c'est une habitude seulement si on doit pouvoir se mettre à suivre comme tout le monde par le passé les informations à ce qui concerne l'exécution, sinon l'élaboration du budget de notre pays. Mais il est un fait que lors de la reddition des comptes de l'exercice 2023, comparé à 2024, parce que là nous sommes en train d'élaborer les budgets 2025, donc on a la possibilité de voir 2023, 2024 et 2025, et on peut se rendre compte que les mêmes problèmes reviennent. Les mêmes problèmes reviennent. Mais cette fois-ci, la particularité, c'est que le dépassement, il est un peu plus prononcé qu'avant. Plus prononcé qu'avant, et on n'en a pas une certaine explication. Pourtant, la répartition devrait peut-être justifier cette augmentation ou cette diminution, n'est-ce pas? Oui, je pense que nous devons nous situer, selon que nous parlons de la reddition des comptes ou selon que nous parlons de la loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Alors, si nous sommes dans cette dernière loi, c'est que l'Assemblée nationale, et j'ai moi-même aussi participé au vote, nous avons voté pour la recevabilité de ces projets de loi. Maintenant, l'Assemblée nationale a envoyé la question, la loi, au niveau de la Commission économique et financière pour un traitement approfondi. Mais déjà, lors du débat général, moi je suis parmi les gens qui ont soulevé 3 problèmes que j'ai pu remarquer en lisant la loi rectificative. Bien avant d'arriver là-bas, est-ce que Mouchi se retrouve dans cette loi rectificative? Non, Mouchi ne se retrouve pas parce que déjà en 2023, je ne sais pas comment expliquer ça. Mouchi s'est retrouvé. Mouchi, qui est un territoire, et Mouchi aussi, c'est une cité. Mais Mouchi se retrouve, il n'y a pas de données dans la loi de reddition des comptes, ni en ce qui concerne Bolobo, ni en ce qui concerne Kwamouth, ni en ce qui concerne Mouchi. Mais il y en a pour le Il n'y a pas de données, on ne voit pas à quel moment on a transféré au territoire les frais de fonctionnement, par exemple. Pourtant, il y en a pour le Maïndombe. C'est 0,000. Mais le Maïndombe perçoit quand même. Et la particularité maintenant pour Mouchi, c'est que on prend la cité de Mouchi, on va la mettre dans le territoire de Kwamouth. C'est là où moi je m'étais insurgé. Bon, je le dis, et je pense avoir fait passer un message au ministre des Finances, qui était là sur place. Donc, et la province du Maïndombe, parce que vous êtes de là. Tout à fait. Est-ce que la province se retrouve? Pas du tout. C'est pourquoi j'ai parlé de la disparité. Et ces jours-là même, mon collègue Bompini disons, il n'a pas blagué, il a dit la vérité. Il a dit que, du haut de la tribune, que dites-nous ce que nous, Maïndombe, nous avons fait pour que nous ne puissions pas mériter comme les autres. Et moi, les relayants, j'ai aussi dit la même chose. Dites-nous qu'est-ce que nous, Maïndombe, nous avons fait pour ne pas mériter comme les autres. Nous sommes une province à part entière. Exactement.
Et la disparité a montré que pendant que les autres provinces peuvent bénéficier de 441, 415 milliards au titre de frais de fonctionnement, mais que le Maï-Ndombe ne puisse avoir que 11 milliards. Il y en a d'autres aussi qui n'ont que 1 milliard. Il y en a d'autres aussi qui n'ont que 1 milliard. Est-ce que c'est le cas spécifique au Maï-Ndombe pour vous plaindre ou ça peut être une situation générale qu'il faut regarder? Non, moi, comme élu de Mouchi, comme originaire de Maï-Ndombe, je dois le dire. Je dois le dire. Je le dis pour attirer l'attention du gouvernement que nous surveillons cette disparité-là. Nous ne voulons pas de cette disparité-là. Qu'on nous détermine les critères objectifs qui puissent permettre ces allocations-là. Et nous voulons que ce soit seulement justice. Parce que si on tente de nous dire que c'est à cause de la contribution des provinces au budget de l'État, ah mais là on se trompe, on va certainement se tromper, parce qu'aujourd'hui, les Maï-Ndombe ont une particularité avec ces forêts. Les Maï-Ndombe aujourd'hui est la province pilote dans l'expérience du projet RED+, vente de crédits carbone. Donc dans 5 ans, les Maï-Ndombe sera une province avec beaucoup de moyens issus de la vente de crédits carbone. Alors si on nous pratique l'injustice là, si on fait l'injustice contre nous, alors nous on va s'organiser aussi pour que nos ressources là ne puissent pas faire l'objet d'un partage au niveau national. Ce n'est pas ça non plus la logique de l'État. La logique de l'État a même institué la caisse de péréquation. Voilà. Mais là aussi, madame, c'est 000 dans la loi de reddition de comptes, c'est 000. Mais quand vous lisez dans la loi rectificative, vous voyez des allocations, vous voyez des prévisions en ce qui concerne la caisse de péréquation. Mais une caisse de péréquation qui n'a jamais fonctionné. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ces prévisions sans les exécuter? C'est dû au dépassement. La discipline budgétaire. Ah oui, Dépassement budgétaire, donc il n'y a pas de discipline budgétaire. Mais est-ce que le peu de moyens que la province reçoit, est-ce qu'elle utilise aussi à bon escient? Bon, est-ce qu'elle consomme aussi ça? Ça, c'est un débat difficile. C'est un débat difficile parce que la province qui reçoit les frais de fonctionnement, en principe, doit aussi rétrocéder au niveau des territoires et au niveau des entités territoriales décentralisées. Bon, nous supposons que cela s'est fait, mais pour autant que les ressources sont minimes, les réalisations ne seront pas non plus grandioses. Permettez-moi de revenir quand même sur la reddition des comptes. Chaque fois faire des dépassements, c'est aussi péché parce que l'article 129 est clair sur ce sujet-là. Ce sont des fautes de gestion. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'Assemblée nationale pour nous éviter ça? Bien, la faute de gestion est sanctionnable. Et plusieurs députés l'ont dit. Et il y a même un député qui a été plus dur pour dire que l'honorable Steve Mikaï, il était plus dur en sollicitant du président une motion contre le ministre d'État, ministre du Budget, séance tenante. Et au besoin contre aussi les ministres de Finances. Parce que les dépassements étaient énormes. Mais comme en ce moment-là, l'Assemblée nationale ne devait d'abord se prononcer que sur la recevabilité, nous attendons les fonds au niveau de l'ECOFIN qui viendra faire un rapport à la plénière. Et s'il y aura affaire ou initiative quelconque à prendre, ce sera en ce moment-là. Budget rectificatif, est-ce que l'armée a son compte aussi? Parce qu'on doit se le dire, nous sommes agressés dans la partie est du pays. Bon, les budgets, l'armée doit être une priorité pour notre pays. Doit être une priorité. Mais moi, j'ai été un peu tiqué de constater que pour l'acquisition des équipements militaires, j'ai pu voir dans les budgets rectificatifs que les montants alloués, les prévisions faites dans les budgets rectificatifs est inférieur au budget initial. aux prévisions du budget initial. Alors qu'au départ, on a dit que l'augmentation était de 8,4%. Mais
quand vous voyez que dans les acquisitions, dans les équipements, vous voyez que les équipements mobiliers et les équipements immobiliers ont pris pratiquement la part de Lyon. Et que les équipements militaires puissent régresser. Alors, quelle est cette logique-là? Quelle est cette logique-là? En principe, comme il y a eu des ressources additionnelles, la logique budgétaire et l'équilibre budgétaire voudraient que les 8,4% puissent se répercuter dans toutes les prévisions. Mais d'où vient que dans d'autres prévisions, l'on ne puisse pas constater l'augmentation, mais que l'on puisse plutôt constater une sorte de régression, même en ce qui concerne l'acquisition des équipements militaires en temps de guerre dans notre pays. Donc, c'est peut-être... Moi, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. Il faut peut-être attendre la lecture approfondie de la Oui, commission nous allons Ecofin intervenir dans ce aussi cas-ci. dans la commission Ecofin pour qu'on puisse... Parce que on ne peut pas parler de la loi, de la rectification du budget en modifiant les prévisions initiales. Exactement. C'est-à-dire, à tout le moins, il faut garder les prévisions initiales. On ne peut pas les régresser, on ne peut pas les diminuer. Donc, les actions prioritaires qui devaient être faites dans la vision du chef de l'État est mis en péril. Oui, là aussi, c'est un constat que plusieurs collègues ont fait. Les PDL 145 territoires, qui est un projet Pilote. qui est une action phare. La gratuité de l'enseignement, la gratuité de maternité, la couverture santé universelle. Mais là, vous voyez dans la reddition de compte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est difficile à comprendre. Et bon, nous attendons aussi qu'il y aura certainement des débats au niveau de l'Ecofin et des actions du genre question orale avec débat vont pouvoir nous éclairer. Exactement. Ah oui. Mais à la fin, bientôt là, on sera à la fin du mois d'octobre. Ce sera aussi la fin des allocations, des engagements par rapport aux investissements. Donc, tout sera reporté pour l'année prochaine. Donc, apparemment, ce budget rectificatif n'aura servi à rien. Il y aura des prévisions qui vont tomber en annulation et d'autres seront reportées. Au désavantage des Congolais. Bon, au désavantage des Congolais, non, pour autant que c'est gardé dans le budget. Et question de savoir comment manipule-t-on le budget. Comment manipule-t-on le budget pour que lorsqu'un crédit a été reporté, et comment ces crédits-là se comportent. Comment ces crédits se comportent. Et nous, élus, j'en appelle au dynamisme de tout un chacun pour suivre et ne pas laisser les choses comme telles. Sinon... Est-ce que vous aurez ce moyen-là de rectifier les choses? Nous sommes députés nationaux. Le député national a une voix. Il appartient à un parti politique. Il appartient à un regroupement politique. Il appartient à une plateforme, à une famille politique. Et c'est dans le cadre de ces dynamismes-là que cette question peut trouver des solutions. Pendant qu'on parle de dynamisme, pendant qu'on attend des éléments nouveaux, des éléments d'éclaircissement, l'amélioration des conditions de vie de nos communautés continue à se faire attendre. Pourtant, le président de l'Assemblée nationale, du bureau, avait juré sur ça, l'amélioration des conditions de nos communautés. Même le président de la République avait juré sur ça. Même Madame la Première ministre a juré sur ça. Tout le monde veut l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Tout le monde veut ça. Même moi, je veux que mes compatriotes, mes électeurs puissent vivre mieux. Ça, je le veux. Mais il faut mettre du sérieux. Il faut essayer de pousser pour qu'une logique de travail puisse être engagée. Logique de travail puisse être engagée. Vous l'aviez dit juste au début de l'émission, le problème des fonctionnaires de l'État, de la province du Maïndomé en général, et ceux du territoire de Mouchi, de votre circonscription électorale. Est-ce que par rapport au budget rectificatif, il y a eu quelque chose par rapport à ça? Mécanisation des
des fonctionnaires de Maïndombe? Bon, à ce niveau, moi, je n'ai pas perçu grand-chose. Je n'ai pas perçu grand-chose. Mais tout ce que je sens, c'est que c'est quand même une volonté exprimée du gouvernement actuel, souminois, d'aller dans ce sens-là, de rompre un peu avec les passés et d'aller dans le sens des traités avec une certaine célérité la question de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Et déjà que les enseignants qui étaient en train de gréver, c'était palpable qu'il y avait un problème à résoudre. Donc, on ne pouvait pas ne pas... Et là, j'apprends que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a dû rassembler les syndicalistes. A dû Il y aura une délégation des syndicats qui va participer aux travaux de la commission ECOFIN. Voilà, donc une certaine médiation a été faite pour d'abord qu'on lève la grève, permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école et trouver la solution dans le budget qui est en cours de traitement. C'est un pas significatif parce que longtemps, on a indexé l'Assemblée nationale pour dire qu'elle ne manifestait pas cette volonté de voir aussi l'amélioration du salaire des enseignants. Non, non, ça c'est une affirmation qui n'est pas tout à fait correcte parce que l'Assemblée nationale a ses missions. Et si l'Assemblée nationale veut intervenir dans cette question-là d'amélioration des conditions, c'est dans le cadre du budget. Voyez-vous, c'est dans le cadre du budget. Et c'est comme l'honorable président a dû faire. C'est-à-dire qu'orienter les desiderata d'une corporation vers le budget pour que ça s'améliore au niveau du budget. Et c'est une manière définitive de résoudre le problème. Moi, je pense. En dehors de ça, l'Assemblée nationale n'a pas autre façon de faire. Parce que l'Assemblée nationale vote les lois et contrôle l'exécutif. Donc on peut se dire que maintenant que l'Assemblée nationale prend cette situation en main, les enseignants congolais pourraient prendre leur mal en patience quand même. Pour autant que la question sera réglée dans le cadre de l'exécution, dans le cadre du budget, c'est déjà un bon départ. Monsieur le député national, vous avez parlé, il y a aussi un problème des infrastructures au niveau de Maïndombe. Le budget rectificatif prévoit quelque chose dans ce sens-là pour redonner le sourire à vos électeurs, à votre base? Bon, en tout cas, la question a la même réponse qu'une question précédente que vous venez de poser. Vous savez... Donc Mouchi ne se retrouve pas? Nullement. Déjà que dans la reddition des comptes, Mouchi ne figure pas. Je vous ai dit, non? Je vous ai dit que Mouchi ne figure pas. Est-ce que ce n'est pas la faute à vous, élus de là ou notables de là, qui ne faites pas vraiment pression au gouvernement, à l'exécutif central, que ce soit celui qui vient de passer ou l'actuel? Comment un territoire ou une province comme Maïndombe ne reçoit pas des retombées du budget national comme il faut? À dessein ou pas, ou erreur ou omission, je ne sais pas encore le dire, mais sous mon mandat, je compte veiller sur cette question. Parce que je n'accepterai pas que ma circonscription électorale puisse subir un tel traitement. Non, je n'accepterai pas. Seul, ce sera difficile. Est-ce que vous avez un caucus des élus du Maïndombe? Comment vous organisez? Quelles sont les actions que vous projetez pour... En tant que province, nous avons un caucus de députés. Et ce qui est arrivé à Mouchi l'est aussi pour les territoires de Yumbi, pour les territoires de Bolobo. Et je pense que nous allons nous mettre ensemble pour revendiquer ça. Parce que ce qui vaut pour les infrastructures à Lemboma vaut aussi pour l'accès. Mouché enclavé. On n'y arrive que par voie fluviale. Mais on sait aussi comment ça se passe. Vous l'avez dit, madame. C'est pourquoi je suis en train de me battre pour obtenir un aérodrome à Mouché. Parce que là, cet enclavement-là a des conséquences néfastes. Malade, on ne sait pas vous évacuer. Voyez-vous? Et il faut transiter par Bandundu pour aller arriver à Mouché. Même sur le plan économique, c'est coûteux et c'est beaucoup de frais qu'on dépose sur Bandundu au lieu de les déposer directement dans notre propre territoire. Et c'est comme ça que je suis en train de me battre pour obtenir un aérodrome et qui pourra
tant soit peu désenclaver ces territoires. Et est-ce que là-bas, il y a des organisations, des choses qui sont faites pour éviter les naufrages? Parce que vous avez dit que l'accès à Mouchi, c'est plus sur la voie fluviale. Oui, mais avant même que je n'aille, les 11, les 12, non, les 10, quand nous étions à l'Assemblée nationale en train d'investir le gouvernement, c'est ces jours-là où une baleinière de chez moi avait chaviré ici, sur la rivière, quoi. Et j'ai fait l'annonce, et puis je suis allé en vacances parlementaires dans une tractation là avec le ministère des Affaires sociales. Et puis ils sont arrivés, je crois, les 6. La délégation est arrivée les 6 pour essayer d'indemniser les gens, cette population-là, cette partie de la population qui avait connu des problèmes. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été blessés, et ainsi de suite. Mais du moins, une action du gouvernement, dans le cadre des actions humanitaires, était d'arriver jusque-là en Chine. Moi-même, j'étais là. Alors maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait pour éviter Là, je m'adresse à un notable du coin. Je vous dis qu'au stade actuel, il faut mettre la rigueur seulement dans la réglementation. Parce que si il est interdit la navigation nocturne et que cet accident est arrivé parce que c'était la nuit, cela signifie que si cette navigation avait été faite la journée, on allait sauver beaucoup de gens. On allait sauver beaucoup de gens. Il n'y aurait peut-être pas eu cet accident. Donc la première des choses, c'est mettre la rigueur dans la réglementation du transport fluvial, lacusserie et ainsi de suite. Vous avez parlé... faire appliquer la loi existante ou les lois existantes. Qui le feront appliquer? Mais... Vous avez parlé de la précarité justement des fonctionnaires du coin. Oui, là aussi commence un autre problème. Les commissaires fluviales qui est supposé donner les goûts, il peut être corrompu. Et s'il est corrompu, il fait des choses qu'il ne doit pas faire. Et la conséquence, c'est mort d'homme. Donc, c'est un dilemme. D'une part, il faut absolument qu'on améliore les conditions des agents et fonctionnaires, les conditions de travail, leur salaire. Il faut vraiment qu'on améliore pour les mettre dans des conditions de faire le travail qu'on attend d'eux. Et d'autre part, je suis d'ailleurs en train de rédiger une proposition de loi en ce qui concerne réglementant les transports sur les lacs, sur le fleuve, et ainsi de suite. Et là, chère madame, c'est une disparité. C'est depuis 1966, la dernière loi. Et avec l'OADA, l'OADA a réglementé plutôt le transport par route des marchandises. Donc, en dehors de la réglementation aérienne, qui, elle, fait l'objet des améliorations au niveau international, mais il n'y a pas une loi actualisée qui réglemente les transports des personnes et des marchandises sur les fleuves, dans nos lacs, dans nos rivières. Et par rapport à cette loi-là, cette proposition de loi, quelles seront les innovations? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Comme je le préconise, c'est de trouver un mécanisme qui va consister à retirer les embarcations en bois pour les remplacer par les embarcations métalliques. Nos compatriotes de l'Est, ils ont tenté l'expérience, ils sont en train de réussir. Chez eux, là-bas, les embarcations de transport, les moyens de transport ne sont plus en bois. Comme des baleinières. Là. Comme des baleinières. Non, ce n'est plus en bois. C'est devenu métallique. Et quand c'est métallique, il y a non seulement un dispositif sécuritaire qu'on y met, et puis il y a une façon de séparer les marchandises d'avec les personnes. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que l'embarcation doit avoir une certaine capacité minimum et une certaine forme, et qui doit être identique. Et je suis en train d'y réfléchir. Je crois que petit à petit, je pourrais proposer ça à l'Assemblée nationale. Mais il y aura aussi un problème des moyens. Est-ce que les commerçants ou les entrepreneurs de l'Est ont peut-être plus de moyens que les entrepreneurs de l'Ouest, du Maïndombe, du Bandundu? Est-ce que ça ne va pas poser problème dans ce sens-là? Question de trouver un mécanisme, question de trouver une façon de faire. Parce qu'on peut leur accorder des crédits.
on peut accorder des crédits. Parce que ceux qui ont déjà des embarcations en bois, dites-vous que ce sont les commerçants. Oui. Ce sont les commerçants. Alors, il suffit de leur montrer le bien fondé que son embarcation soit retirée par l'État et qu'on lui donne en crédit une embarcation métallique. À lui, alors, de payer. De payer comme tout crédit. Comme tout crédit. Je suis sûr que si l'on y réfléchit bien, on peut atteindre les résultats. On devra aussi penser à la sensibilisation et la conscientisation de nos communautés qui, à un moment, prennent des risques incalculables. Absolument, absolument. Au nom de la pauvreté. Absolument, absolument. La sensibilisation. Et d'ailleurs, pourquoi il y a surnombre? Pourquoi il y a surchargement? C'est aussi nos populations qui n'ont que ça comme moyen et qui, à tout prix, veulent voyager. Donc, là aussi, il se pose un problème. Donc, parmi les choses à faire en urgence, c'est mettre la rigueur dans le respect de la réglementation. C'est aussi sensibiliser la population pour ne pas prendre des risques inutiles. Vous voulez voyager dans une baleinière, vous savez que c'est une baleinière en bois, poussée par un moteur d'Akadak. Et vous vous mettez sur la toiture. Faut pas. Comme dans le cas là, notre accident de Mouchi. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que l'armateur a mis 4 moteurs à une vitesse extraordinaire parce qu'il faut arriver à Kinshasa le matin du jour. Et c'est vers 22 heures, quand un moteur servant de gouvernail est tombé en panne, a lâché, qu'ils ont perdu la direction jusqu'à se cogner contre la bordure et puis la coque là s'est cassée. La coque s'est cassée. Et comme ils ne pouvaient plus arrêter le moteur était, le convoi là avançait, mais en train de chavirer. Alors comme c'était la nuit, ceux qui dormaient un peu, ceux qui ne savaient pas ce qui était arrivé, ils se sont retrouvés du coup là dans l'eau. C'est des situations qu'on peut éviter avec une bonne prise en charge. Tout à fait. Il faudra seulement des moyens. Maintenant, vous attendez quoi de ce budget? Le budget, bientôt là, vous allez voter un nouveau budget. Hein? Vous allez examiner. Nous ne l'avons pas encore examiné. Vous allez l'examiner. Nous sommes en train de lire et je pense que nous devons mettre bouchée double parce que nous devons quand même, en tant que député de la majorité, député de l'Union sacrée, je pense que c'est aussi cela le vœu de mes collègues, nous devons sauver le mandat du président de la République. Le président de la République a dit publiquement qu'il veut la gratuité de l'enseignement. Il veut le développement à partir de la base. Bon, si les projets de développement local de 145 territoires échouent, est-ce que là, c'est aider le président de la République à réussir son mandat? Pas du tout. Donc, nous devons tout faire pour que les promesses du président de la République, traduites dans le programme du gouvernement et exprimées dans les budgets, puissent, n'est-ce pas, atteindre nos populations. Il faut que les populations, les citoyens moyens se trouvant dans n'importe quel coin du pays, puissent se sentir être pris en charge par l'État congolais. Ceci dit, ce projet de loi est recevable. Bon, la recevabilité du budget, on en a fait. Ouais. La reddition des comptes et mais la reddition des comptes et la loi rectificative ont été déclarées recevables. C'est-à-dire que l'Assemblée accepte de les analyser. Maintenant, l'étape prochaine, c'est les rapports de l'ECOFIN. Il y aura certainement encore un débat là-dessus. Mais est-ce que vous participez avec les amendements que vous voulez ou bien des choses que vous voulez voir? Est-ce que vous participez aussi à ces travaux-là? Oui, mais tout député est libre de participer aux travaux de n'importe quelle commission. Même là, moi, je suis dans la commission PAJ, mais je peux aller participer aux travaux de la commission ECOFIN. Je peux. Rien ne m'est interdit. Et je peux même prendre la parole. Seulement que je n'ai pas une voix élective. Mais je peux aussi, avec les collègues, s'entendre pour que quelque chose puisse être non seulement relevé et aussi voté. Nous suivons parce que c'est nous qui avons battu campagne pour le président de la République. À Mouchi, là, il a été sérieusement voté là-bas chez vous.
n'était pas arrivé là-bas. Non. Dans les Maïndombe, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est arrivé qu'à Inongo. Un seul territoire sur les 8. Et c'est nous qui avons porté ces projets-là. Partout où nous sommes allés battre campagne pour le président. Alors, moi, là, c'est là où moi j'ai grandi. C'est là où moi j'ai de la famille. C'est là où on me posera la question sur ce que j'ai dit pendant la campagne. On me posera cette question-là. Et moi, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit que je leur ai demandé de voter pour le président parce qu'il y avait ça. Et il a été massivement élu. Là. Massivement élu. Oui. Massivement élu. Et c'est comme ça qu'au Maïndom, il n'y a aucun opposant, aucun parti de l'opposition qui n'a eu un seul siège. Tant au national qu'au provincial. Il est temps de lui rendre l'ascenseur voilà. à cette province. Voilà. Nous sommes en train de crier, de dire qu'on doit nous faire justice. On doit nous faire justice. Quand on fait gouvernement, c'est les Maïndom dont on ne tient pas tellement compte. Ou non, ça ne se passera plus comme ça. Je crois que ce que j'ai dit vaut aussi pour mes collègues des Maïndom qui certainement suivront cette émission. Qui sont avec vous dans le caucus. Voilà. Vous avez des combats multiformes. Nous voulons Julie l'a dit tantôt, bientôt là vous allez examiner le budget 2025. Quel est l'élément que vous aimeriez que ça se retrouve prioritairement? Je venais de le dire. J'ai dit les promesses là du président de la République. Elles sont doivent nombreuses, être exprimées dans les budgets. C'est-à-dire la couverture santé universelle. Ça doit être palpable. Il faut que dans les budgets, on puisse voir comment la République, comment les gouvernements allouent dans les secteurs de la santé. Nous devons voir ça. Ça doit nous permettre alors de voir aussi que si on doit parler de gratuité de maternité, ça coûte quoi? Combien et tout ça? Oui, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui paye quelque part. Ce n'est pas gratuit au sens premier. Oui. C'est supporté quelque part. Les structures ne font pas payer. Mais c'est l'État qui viendra payer. Exactement. Donc, si l'État ne prévoit pas autant, ne fait pas de bonnes allocations là-bas, la gratuité là-bas va souffrir. Il en est de même du projet de développement local de 145. Nous n'avons pas évoqué, parce que Mouchi fait partie du Maïndombe. Maïndombe, Kwamo, tout ça, où il y a un petit problème avec les Mobondo. Avec les Mobondo. Tout ça. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Bon, c'est un conflit qui a surpris tout le monde. Au départ, il était un peu une revendication des redevances coutumières. Et finalement, ça a pris des ampleurs que tout le monde ne comprend pas. Mais moi, je me dis, il y a des faits anodins dont on ne tient pas compte et qui peuvent, n'est-ce pas, expliquer l'existence, sinon l'existence d'un phénomène comme celui-là. Dites-vous qu'en 2000, si je ne me trompe pas, 15 ou 12, à un moment donné, il y avait des éleveurs Mbororo qui sont apparus dans les grands bandes là-bas, avec les vaches là, dont on ne connaît plus la destination. Ils sont où? Ces Mbororo-là qu'on a vus avec les vaches là, ils sont où? Qui connaît où sont partis ces gens-là? Quand je pose cette question et à voir les méthodes, les modus operandi des Mobondo, c'est différent de la culture de chez nous, la culture même de Maïndom. Comment quelqu'un de Maïndom peut couper la tête à son frère? Ces modus operandi-là, ça peut susciter réflexion. Deuxième fait. Pourquoi dans notre pays, on ne tient pas compte du fait que de l'autre côté du fleuve, en commençant par Maluku ici, que cet espace-là est occupé par les Rwandais? Qui ne sait pas que les Rwandais a acheté cet espace-là?
sous prétexte de l'agriculture. Mais c'est sécuritaire. C'est sécuritaire. Mon collègue Sévéré Bamani, l'élu de Yumbi, dans un rapport, dans une réunion avec le président Kamil, il a fait ce rapport-là. Parce que lui, comme la province est désenclavée, pour aller en vacances parlementaires, il a préféré aller par Brazzaville et prendre la route jusque là en face de Yumbi et puis traverser. Il a stigmatisé la présence des Rwandais là-bas, sur cette zone-là. Vous pensez que c'est un fait du hasard? Kinshasa est en train d'être encerclé petit à petit. Parce que le conflit de Mobondo part de Kwamouth sur le fleuve et va vers les Kwilu et vers les Kwang. Ça va atteindre la route nationale numéro 1 qui va jusqu'à Kikwit. Et le jour où Mobondo va se positionner sur cette route-là, Kinshasa ne sera pas encerclé. Kinshasa ne sera pas encerclé. Parce que de l'autre côté de la rive, c'est non loin de Kwamouth. C'est dans Kwamouth ici, c'est non loin de Maloukou ici. Ouais. Et les activités rwandaises qui se déroulent les longs des rivières, là, qui surveillent nos frontières là? La route de Mongatala, apparemment, ce n'est plus accessible. Pour atteindre Bandundouville, il faut passer par Kikwit. Parce que les Mongondo sont là, ils sont en activité là-bas. Vers Machambio et les autres là. Voilà, c'est la route nationale numéro 17. Et pourtant, c'est une route qui peut aussi désenclaver la province de Maïdom. Exactement. Parce qu'elle va de Mongata jusqu'à Machambio, Machambio jusqu'à Bandundouville. Et puis Bandundouville, ça va Béné là, maintenant ça entre dans les Maïdom, jusqu'à Nyoki, et puis ça va jusqu'à Mbali, jusqu'à Ntanembele, et puis ça va jusqu'à Inongo. Alors, la bretelle, maintenant, c'est de Machambio jusqu'à Kwamouth. Kwamouth, maintenant, ça traverse les Diba jusqu'à Mouchi. Mouchi s'allonge jusqu'à Mbali. Mbali, ça atteint Ntanembele. Ntanembele, ça va jusqu'à Nselenge, en face d'Inongo. Et là, il y a un bac. Et ça peut aller jusqu'à l'Équateur, jusqu'à Mbandaka. Vous voyez quelle... Non, la question de Mobondo doit être prise au sérieux. Donc, vous avez un dernier mot, du moins, pour cette émission. Je vous remercie infiniment pour l'invitation. Et j'ai apprécié la qualité de l'émission. Merci. Et je vous dis infiniment merci. Je reste disposé à venir à toutes vos invitations futures. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député national élu de la circonscription de Mouchi dans le Maïndombe. Et à l'Assemblée nationale, vous êtes également président du groupe parlementaire Le Peuple Souverain. Donc c'était un plaisir, Julie et moi, de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup et merci Julie Sefou. Bon courage à vous, monsieur le député, pour tout le combat que vous avez amené pour Mouchi et pour la RDC. Alain Boma, merci beaucoup. Merci Julie Sefou. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci.